cette vidéo, vous allez voir, comprendre et démarrer la démarche pour trouver une juste énergie. Cela vous en permettant dès maintenant l'écoute de soi dans ce monde de changement et des surinformations. Cette approche est l'unique fruit d'années de recherche, enfin en tout cas les miennes. Elle est aussi le condensé de la parole des anciens, comme on aime à dire, de personnes éveillées, de beaucoup de partage, de connaissances et de vécu. Je ne suis pas une fervente praticienne, que cela soit du bio ou du yoga. J'ai toujours eu ce sentiment que cela m'enfermait et surtout que ma vie remplie de changements ne pouvait pas me permettre de le faire. Oh, bien sûr, j'y prêtais attention, mais en fin de compte, c'était plus car je faisais comme tout le monde. J'ai eu cette chance d'avoir des parents citadins, mais qui étaient proches de la nature. Tous les deux avaient la main verte. Ah, j'avais même un grand-père qui était sourcier, rendez-vous compte. Enfant, j'adorais les écouter, écouter les histoires de la campagne. Ah, cela valait bien des dessins animés. Ma jeunesse fut remplie de dictons, de la Saint-Médard, des Saint-Glaces, du mois d'avril où il ne faut pas se découvrir d'un film. En grandissant, je me suis éloignée pourtant de la nature, et pourtant je savais quel était mon équilibre. J'avais un travail avec des heures décalées, toujours en mouvement. Les médecins m'avaient bien dit de faire attention, car j'allais droit au burn-out. Mais c'est quoi le burn-out? Même pas peur. Et pourtant, lors de mon burn-out, je n'avais de cesse d'en sortir. Que j'en ai fait des médecins, des associations, Ouais, pour en sortir, pour sortir. À la fois, j'étais dans la demande, mais dans le refus. J'allais à mettre une fin avant même de commencer, et je ne trouvais rien de juste en dehors de moi. Et comme dit, mes intentions étaient bien limitées et limitantes dans le temps. Il me fallait une réponse de suite. Je n'étais sûre de rien, ni dans mes demandes, car flou, ni dans mes questions à moi-même. Et je me suis donc très vite retrouvée sans énergie et sans vraie solution. Les mots manquent aux émotions, disait le poète Victor Hugo. De tout temps, nous cherchons à comprendre comment et quel sens donner aux choses, euh, quel sens donner à la maladie, à l'amour, aux sentiments, aux émotions. L'on s'aperçoit bien vite qu'il est important d'avoir des émotions et des sentiments. Cela nous rend plus vivants, plus intellectuellement vivants. J'ai la chance d'avoir une volonté forte de savoir, et j'ai donc commencé une démarche pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, mais aussi de me comprendre moi-même. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille aussi sur le regard que les autres me renvoyaient. Et il fallait que j'accepte que la famille et les amis s'éloignent, que certains problèmes pouvaient encore se rajouter. Je parie que cela vous parle. En étant omniprésent tous les jours, faut-il ne plus être envahi pourtant par les émotions? La compréhension en est unique pourtant, par son vécu, par son vécu, par les souvenirs, par le présent et par l'espoir qu'on pourrait en faire. Compréhension dans le sens ressenti. Et là, j'en arrive à
savoir ce que je voulais précisément, savoir aussi comment je pouvais le refléter. Bon, certains exercices m'ont beaucoup aidé et je vous montrerai lesquels bientôt. Vous prenez 2 personnes qui vont vivre, par exemple, des jumeaux. Prenons le cas extrême. On va prendre 2 jumeaux qui vont vivre une expérience exactement la même. Mais vous allez voir que pour retranscrire ce qu'ils sont ce qu'ils ont vécu, alors que génétiquement parlant, ils pourraient exactement être les mêmes, puisque jumeaux, eh bien, ils vont retranscrire des expériences, mais complètement différentes. Il fallait toutefois que je dise oui. Ah, c'était là. Je ne pouvais pas en faire l'impasse. Et pourtant, comprendre pourquoi ça avait pris autant de place en moi, eh bien, je plaçais mon intention. Je plaçais mon intention dans ma singularité. Vous savez, l'intention est un outil très puissant. Il est facile alors d'y faire, il est alors facile de faire des relations avec les émotions qui nous paraissent ne pas être, pourtant dans l'appartenance. Appartenir dans le sens que nous ne comprenons pas nos actions et surtout nos réactions. La réaction se base sur le passé. L'action est souvent empêchée et ponctuellement moteur par les émotions, qui parfois nous donnent un sentiment de doute, d'incertitude sur le résultat. Et pourtant, alors même que nous l'avons vécu, nous avons encore des doutes de ce qui s'est passé. J'ai posé cette question de justement, est-ce que vous voulez aller bien? Étrange question. Le soi qui nous anime est l'image que l'on montre, mais qui somme toute n'est absolument pas ce que nous sommes après tout réellement. Tant est que nous cessons de chercher à se comprendre, à comprendre les émotions qui nous animent. L'émotion ne viendra-t-elle pas de cette distance entre ce que je pense être et du coup ce que je montre à l'autre? Tous nos rêves d'enfants se réalisent. Regardez bien, de près ou de loin. Et pourtant, et pourtant, nous gardons en nous quelque chose d'insatisfait. L'idée est bien de ne pas être à la hauteur. Parfois, on culpabilise, car cela nous semble si facile, comme à devenir redevable. Redevable à son patron, redevable à sa famille. C'est assez étrange, non? Insatisfait de trouver ça tellement facile. D'avoir l'impression de se retrouver entre la facilité et les valeurs, telles que la difficulté au travail, que tout travail mérite salaire. Vous pouvez même en arriver à avoir un sentiment d'être coupable. Coupable que cela soit tellement facile pour vous. Et pour certaines personnes qui sont des êtres sensibles, ça fait effet boule de neige. Et tout ça va grandir, grandir.
risque d'avoir peur. Peur de la mort ou de la volonté d'une femme. Passant ainsi de la souffrance vers une douleur. Souffrance, douleur morale, et la douleur serait donc une souffrance physique. Pour avancer, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'émotion qui arrive à soi. Alors, on y va. Par rapport à l'intention, tout remonte, faut croire, à nos ancêtres qui avaient qu'un besoin, celui de survivre. Le saviez-vous? Notre cerveau est composé de 3 parties bien distinctes. Le cerveau reptilien, qui est le plus petit, le cerveau limbique et le néocortex, régissant toutes ces parties. À la base, eh bien, c'est le cerveau reptilien et le centre des souvenirs. Et comme son nom l'indique, cela remonte jusqu'à notre premier ancêtre, qui n'avait besoin, lui, que de survivre et un besoin énorme de sécurité. Porteur de notre évolution, de toute pulsion, boire, manger, se reproduire, des réactions archaïques, ressentis sentimentales. Le limbique, qui va être le siège des émotions. Dites-vous bien que le cerveau le moins évolué, mais étant le plus réactif, qui réagit tout en premier, tout en premier. Voyez, voyez, dans une situation dite normale au début, vous avez une charge qui apparaît. Diverses informations, des émotions, tout ça vous vient. Vous rentrez alors dans une zone où vous allez gérer cette situation pour qu'il n'y ait plus ce sentiment de mal-être, mais qu'il y ait un sentiment d'accomplissement. Maintenant, imaginez un jour à un enfant, on lui a demandé de faire quelque chose, mais qui n'a pas pu arriver jusqu'au sentiment d'accomplissement. Eh bien, peut-être, à un moment donné, cet enfant qui aura grandi, eh bien, il va peut-être vivre une situation qui va qui va lui rappeler, enfant, quand il n'a pas réussi à gérer cette situation. Eh bien, ce sentiment pourrait revenir des années après pour se décharger, sans pour autant revenir au calme, car il ne décharge pas l'énergie, et bien dans la bonne situation. Et ce qu'on appelle, c'est la réaction à un passé et non au présent. Eh bien, toutes ces situations-là abîment notre entourage, abîment notre relation avec l'entourage. Et c'est à ce moment-là, c'est essentiel de voir si c'est émotionnel ou alors parasite. Dans notre éducation, montrer nos émotions à l'âge adulte semble en plus être signe de faiblesse ou d'être dans le non-contrôle de soi. Pourtant, nos émotions nous donnent nos vraies puissances. La colère, savoir dire non, stop, c'est une bonne émotion. Par contre,
explosier, être violent. Ah là non. Qu'est-ce qui est une émotion naturelle alors? Et de plus, nous n'acceptons pas de ne pas savoir. Le vide ou l'inconnu fait peur. Pourtant, il serait intéressant de se positionner comme une personne qui est en apprentissage. Ah, et là, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas de ma faute. Les plus grands coupables, eh bien, c'est mes parents. Et puis, c'est mon passé. C'est donc de leur faute si je suis ainsi. Et puis, avec leurs principes. Allez, un homme, un homme ne pleure pas. Eh ben alors, si je pleure, je suis pas un homme. Une femme doit avoir un enfant pour ne plus être fille. Aïe, aïe, aïe. Notre éducation a comme principe la comparaison. Voilà donc une autre certitude qu'il faut lâcher prise pour avancer. Et oui, la première émotion que l'on a, se souvenir d'être dans la comparaison, de penser que les personnes sont meilleures que soi, qu'il arrive à mieux s'exprimer, qu'il est plus beau, plus grand. Et si on souhaite savoir ce que les autres pensent de nous, eh bien de toutes les façons, ça va être leur comparaison et certainement pas la nôtre. À trop vouloir savoir ce que les autres pensent, on rentre alors dans une sorte de frustration. Eh bien, de n'être plus rien, car ne pouvant pas s'exprimer. Si l'on ne peut être heureux à ne pouvoir échanger, eh bien, pourquoi vivre? Et la difficulté est de trouver la raison pour aller mieux, de changer et de se changer. De plus, combien de fois nous avons abandonné quand on nous a dit que cela était impossible à faire. Nous avons alors le dilemme. Soit nous restons écrasés par cette souffrance, ou soit, eh bien, on en sort. J'ai une histoire que j'ai lue. Il était une fois deux enfants qui faisaient du patin à glace sur un lac gelé. Ce soir-là, le ciel était couvert et il faisait froid. Mais les enfants jouaient sans s'inquiéter. Soudain, la glace se brisa et l'un des deux enfants tomba dans l'eau. L'autre enfant, voyant que son ami se noyait sous la glace, prit alors une pierre, se mit à frapper de toutes ses forces sur la glace, jusqu'à la rompre, attrapa son ami et le sauva. Quand les pompiers arrivèrent et virent ce qu'il s'était passé, ils se demandèrent comment l'enfant avait bien pu faire pour sauver son ami, la glace étant très épaisse. Il n'a pas pu briser la glace seulement avec cette pierre. Et ses si petites mains, affirme-t-il. À cet instant, un vieil homme apparut et dit: Moi je sais comment il a fait. Ah, comment? Il n'y avait personne à côté de lui pour lui dire qu'il ne pouvait pas le faire. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est: es-tu à 100% certain de ne pas y arriver, toi, maintenant? On dit que nous avons une personnalité binaire. Elle est bien plus connue que la personnalité ternaire. Il est vrai que le côté binaire est mis en avant avec le monde, la société d'aujourd'hui, surtout par rapport au monde politique. La droite contre la gauche, réforme contre révolution, la raison contre le déni. La personne ternaire va piocher d'ici et de là les opinions,
la diversité des vécus. Il va prendre de la distance, de la hauteur en fonction de son vécu pour en argumenter ses points de vue. Chiffre 3 fait partie énormément de notre vie, sans qu'on se rende vraiment compte. Comme par exemple, 3 est la formule des mondes créés. Il est le signe spirituel de la création. Jamais 203, affirme un adage populaire. 3, le pendule qui va tantôt à droite, tantôt à gauche, pour équilibrer et faire mouvoir. Dieu, le Créateur, se présente sous un triple aspect. Lao Tse enseigne dans le Tao Te Ching que Tao possède une nature triple. Les brahmanes, ils existent 3 dieux principaux, Brahma, Shiva, Vishnu. 3 Védas, 3 gunas, 3 yeux de Shiva. Pour les chrétiens, 3 vertus théologales et 3 ordres de bienheureux. Pierre renia 3 fois le Seigneur, 3 ramages suivirent l'étoile d'Orient. Les Grecs buvaient 3 fois pour célébrer les 3 grâces et partager le monde en 3 parties dirigées par 3 divinités. Les Scandinaves adorèrent l'arbre à 3 racines qui portent le monde et les 3 fils. Les Quechua argentins attribuent à chaque individu 3 âmes. Le cœur qui aime, la tête qui pense, les bras qui travaillent. Les shintoïstes japonais, les Celtes, les Phéniciens, les Égyptiens pratiquaient des cultes trinitaires très élaborés. Les prêtres égyptiens et hébreux expriment leurs pensées de 3 manières. La première était claire et simple, la seconde symbolique et figurée, la troisième sacrée et initiatique. En philosophie, Kant reconnaît 3 fonctions intellectuelles qui constituent tout le mécanisme de la connaissance. La sensibilité qui perçoit les choses. Deuxièmement, l'entendement qui saisit leur rapport. Et troisièmement, la raison qui consiste à lier les jugements en vue du raisonnement. 3 est un nombre triangulaire, car 3 points disposés au hasard ne peuvent former qu'un triangle, qui contient à lui seul l'angle, la droite et la surface, véritable synthèse de la géométrie. Ceci explique la signification symbolique du triangle ou du nombre 3 et justifie ses applications dans toutes les cultures. La triunité constitue une loi d'action qui régit tous les domaines de l'univers, visibles et invisibles. Les croyances sont souvent limitantes de savoir, même en y en étant conscient. Nous passons notre temps à nous appuyer sur un passé pour comprendre un présent, ou expliquer un devenir, résoudre un passé pour vivre le présent. Exemple, et on parle souvent du triangle de Cartman par rapport au persécuteur, sauveur, victime. Le persécuteur, moi, moi, moi. Moi, je suis l'autorité, le fils combat le père. Moi, je suis justice, l'enfant combat le savoir. Moi, je suis l'avenir, le prince combat le roi. Rien ne peut apaiser ses délires jusqu'au jour où il est mis à mal et qu'il devient victime. La victime. Le moi n'est plus d'autorité, mais d'injustice. Puis vient le sauveur. Les émotions se définissent.
Les émotions simples se divisent en deux grandes classes, chacune en trois catégories, pour connaître et savoir ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous porte. Il y a les positives par rapport à le besoin. Quel est le besoin en cause? L'émerveillement, le joie, le plaisir. 2. Le responsable. Qu'est-ce ou qui aide ou nuit à la satisfaction du besoin adoré, chéri, tendresse? 3. L'anticipation. Mes réactions à ce qui pourrait subvenir, le désir. Les émotions négatives, le besoin. Quel est le besoin en cause? Est-ce que le chagrin, la douleur, l'envie? Le responsable. Qu'est-ce ou qui aide ou nuit à la satisfaction du besoin? Dégoût, haïr, choquer. L'anticipation de mes réactions à ce qui pourrait subvenir, l'effroi, la peur, la terreur. Vous avez aussi les émotions mixtes. L'amour en est un bon exemple. L'amour, certainement l'expérience émotive la plus complexe, remplie de subterfuges, où l'on confond l'amour réel à l'amour en imagination. On y trouve multiples expériences émotives, en même temps de la joie ou de la colère, de la tendresse ou du ressentiment, d'où ce côté mixte. Il est important de dissocier ces émotions pour nous connaître et savoir ce qui nous porte. Les émotions repoussées sont des émotions qui apparaissent par des mots du corps. Elles apparaissent quand on va contre le ressenti, valeur personnelle. Par les mots MAUX, nous essayons de repousser notre attention vers le malaise qui en résulte, tel que de l'agitation, de la nervosité, rougissement, bégaiement. Puis enfin, vous avez les pseudo-émotions, par définition ayant l'apparence d'émotion. Les types sont des concepts. Qui ne s'est jamais senti l'objet d'amour de quelqu'un? Des images. Qui ne s'est jamais senti au-dessus de quelqu'un? Des états. Qui ne s'est jamais senti calme et triste? Des attitudes. Qui ne s'est jamais trouvé curieux? Des évaluations. Qui ne s'est jamais trouvé stupide? Alors que vous écoutez cette vidéo, je vous imagine déjà essayant de trouver déjà un sens pour continuer celle-ci. Dans un premier temps, par automatisme, il nous faut toujours un sens dans notre réflexion. Avant chaque acte, nous cherchons un lien avec ce que nous connaissons déjà. Cela sans doute pour nous rassurer face au changement et à l'inconnu. La résistance au changement, aux comparaisons et à l'importance du regard est déjà là, présent, à la lecture de cette vidéo. Les craintes, les questions que vous portez sont souvent comme ceux que l'on se porte, n'est-ce pas? Faut-il croire au hasard? Vous me lisez pourtant maintenant. Comme toute rencontre, les premières secondes sont décisives. On se montre alors toujours sur son plus beau jour.
continuons encore un peu ensemble alors. Trouvons un juste échange et sans masque de séduction. Savez-vous que nous avons souvent ou surtout un regard sur nous bien peu élogieux, voire très dévalorisant? Le plus souvent, le regard de l'autre est bien plus bienveillant. Bien des peurs nous empêchent d'aller vers l'autre, hein, et surtout vers soi. Arrêtons les doutes. Allez juste un temps prendre connaissance de mes intentions et allez découvrir vos besoins. Le fait de vouloir tout cadrer, se dire que nous savons déjà tout, nous enferme dans nos savoirs, alors qu'un peu d'audace permet au cerveau un automatisme d'apprentissage et bien de plus en plus naturel, et donc moins d'habitudes qui sont très souvent enfermantes. Nous sommes soucieux du regard de l'autre. Nous le voyons le plus souvent négatif et interrogatif, et le nôtre moralisateur, imparfait. Nous ressentons alors les regards comme une sorte de manipulation. Pourtant, il est tellement important de s'aimer. Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi est-il important de s'aimer pour semer la création? Ces questions semblent évidentes. On s'oublie encore bien trop souvent, donnant plus d'importance qu'à l'autre qu'à soi. Donnant et redonnant vie aux parents, une excuse aussi pour que nous restions motivés dans nos actions. Comme tout un chacun, vous avez une vie sûrement bien remplie, pour que parfois, eh bien, on s'oublie. Cela n'est pas un reproche, encore moins de la peine, hein, bien que. L'éducation, qu'elle soit familiale ou éducative, prône que l'on doit toujours être en mouvement et l'on doit plus aimer l'autre que soi-même parfois, par de belles leçons de vie et paroles de vie. À l'inverse, l'on pourrait se retrouver facilement avec une étiquette: bipolarité, d'auto-sabotage, de perversion narcissique, d'un ego surdimensionné, d'autisme Asperger, d'introverti, d'extraverti ou toute autre maladie de notre société, de notre siècle. En voilà encore de belles découvertes de statut pour trouver une excuse au dysfonctionnement de cette norme sociale ou tout simplement de notre propre état. Il est important dans la vie de faire de temps en temps une pause et savoir poser son passé, son présent, ses comparaisons, ses doutes et ses espoirs. Tous ces adjectifs uniques dans les actes, et propres dans ses ressentis, eh bien, font notre singularité. De la productivité qui a toujours été présente depuis que l'homme l'a voulu, a dompté la nature et son prochain. Il est difficile d'avoir le sentiment de ne pas être une machine
et d'être toujours dans le faire. Je le conçois bien. Ce n'est pas bien facile pour vous aujourd'hui et si vous en aviez le temps de poser tout cela, de poser toutes ces questions, on se poserait alors comment lâcher prise. Parfois, on a peur de ce que l'on montre, de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit. Il serait impossible de vivre seul, tel un ermite, et de devoir faire sans cesse les questions et les réponses. Vous savez, la capacité et les savoirs à pouvoir transformer les actes en pensées et les pensées en actes, eh bien, sont le fil conducteur à un bonheur. On ne peut éviter la remise en question. Cela est une philosophie de notre siècle, héritage de celui des Lumières peut-être, vivre de sa singularité. En voilà une drôle d'affirmation. Faut-il croire que les droits de l'homme sont obsolètes? Allons, cette nouvelle approche du lâcher-prise. Cela est évident, mais personne ne sait comment faire quand on vous l'exprime. Cela est si abstrait, impalpable. Et pourtant, nous cherchons des réponses concrètes. Enfin, en tout cas, celles qui pourraient nous soigner, non? Souvenez-vous de Robinson Crusoe, le personnage du roman anglais, écrit au XVIIIe siècle. Ce personnage se retrouva sur une île. Seul, petit à petit, il sombra dans la folie, jusqu'à ce qu'il rencontre, eh bien, Vendredi, un aborigène, non le jour. Nous sommes seuls spirituellement, d'une croyance qui est personnelle. Même si nous avons le même Dieu, une même source, chacun a sa façon de communiquer ou de communier. Croyez-vous que votre vie est un peu celle des autres? Nous n'avons pas toujours les moyens d'agir, d'influencer les effets. Par contre, notre attitude doit être essentielle. Ne pas perdre de temps à regretter le passé. Il nous faut vivre maintenant, le présent, autant personnel que professionnel. Il faut arrêter de se compliquer la vie, de vouloir comprendre ce que les autres nous renvoient, de ce qu'ils ont compris de nous, de ce que nous avons pu ou voulu entendre. En voilà bien des affirmations, je le conçois, et des questionnements qui font comprendre que rien n'est simple dans la vie, et surtout pas dans les relations avec les autres et avec soi. Parfois, la peur nous fait dire le contraire de nos sentiments, en société, en groupe, et même par rapport à soi. Nous avons peur d'être jugés, d'être singuliers. Nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes, trop gros, trop maigres, moins intelligents, beaucoup de trop négatifs à certains regards. De plus, il est bien plus facile de râler et de critiquer. Tout cela pour être dans un paraître intelligent ou pouvoir avoir un semblant de statut social. Le regard extérieur envers nous, eh bien, sont souvent bien plus bienveillants, je le disais avant. L'être vivant se différencie par sa possibilité d'observer, d'imaginer. Et c'est certainement la moindre de ses qualités et le moindre de ses défauts.
comme nous l'avons aussi pour l'autre, en le mettant en avant, car c'est nous, après tout, que nous souhaitons mettre en avant. Le travail prend une place importante, ayant des valeurs de compétences professionnelles ou valeurs personnelles. Il est impossible et essentiel de comprendre ce mot, à la fois la construction d'une identité sociale et d'un travail sur soi. La vie est un don, une réponse et une vérité. On ne doit pas l'oublier. Les images d'un passé, la soif d'apprendre, pour un meilleur présent et un futur rempli d'espoir. J'aimerais savoir si vous avez un sourire face à ces quelques vidéos, quelques dires, ou la peur déjà de vous découvrir pour rien. Après tout, je vous dévoile un peu de vous par des ressentis. Allez vers l'inconnu. Il n'y a pas de hasard après tout, même si nous cherchons encore la relation de nos actes avec certaines réalités que nous n'avons pas maîtrisées. N'oublions pas, les actes, les rencontres sont toujours justes et inscrites pour nous permettre d'évoluer vers une pleine conscience de notre soi. On l'a aussi que trop dit. Les prisons intellectuelles ne doivent pas être des freins à la réflexion. Il faut cependant sortir des murs, respirer profondément pour accueillir le moment présent et ne plus somatiser. Nous sommes dans la capacité de le faire et de le vivre avec toutes nos envies. Alors, êtes-vous prêts? On se trouve dans les prochaines vidéos. Vous pouvez me croire, nous seuls avons déjà la clé du cadenas qui nous retient. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À tout de suite.